C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est l'info, émission numéro 4 cette semaine. Ravi d'être avec vous pour analyser, décrypter ensemble toute l'actualité. À la une cette semaine, nous parlerons des Nations Unies où l'Assemblée Générale des 193 États membres de l'ONU avait lieu. Celle-ci a vu défiler les nouveaux dirigeants de la planète de Donald Trump à Emmanuel Macron, résumé d'une série de discours en forme de ping-pong géant. Nous parlerons également des ordonnances réformant le Code du travail. Celles-ci ont été présentées en Conseil des ministres ce vendredi 22 septembre. De nombreuses manifestations ont eu lieu les 12 et 21 septembre, mais également ce week-end. Vous saurez donc tout de cette loi travail proposée par le gouvernement d'Édouard Philippe. Controverse cette semaine, Mickey Monstre a décidé de mettre en lumière à sa manière la PMA, dont il nous en expliquera les vertus. Pour lui, cette PMA s'apparente à une procréation mécaniquement assistée. Puis nous parlerons voiture, va-t-on rouler en véhicule électrique dans quelques années, mais surtout quels sont les enjeux et les clés de réussite d'un secteur prometteur. Nous recevons un expert en la matière, c'est Jean-Luc Coupez, il est consultant en mobilité électrique. Voilà, soyez les bienvenus dans cette 4e émission de C'est l'info. Vous retrouverez bien évidemment à l'intérieur de cette émission l'ensemble de vos chroniques habituelles, fondamentalement sport, IT News et ici Londres. N'oubliez pas le site internet www.c-l'info.fr pour le meilleur de l'actualité minute par minute. Et nous, on commence tout de suite avec les Nations Unies. Et pour commencer cette émission, l'actualité internationale, tout de suite les 2 premiers jours de la traditionnelle et annuelle Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Ce mardi 19 et mercredi 20 septembre ont connu leur lot d'invectives alors que l'attention internationale est particulièrement retenue par des dossiers centraux tels que la menace nord-coréenne, les tensions autour de l'accord nucléaire iranien ou l'accord sur le climat. Les chefs d'État se sont soutenus ou affrontés par discours interposés. Et pour commencer, l'on va revenir sur le discours américain de Donald Trump. Le président américain n'a pas fait dans la demi-mesure pour sa première intervention devant l'Assemblée Générale des Nations Unies mardi. Dressant la liste des États voyous, il s'en est pris directement à la Corée du Nord, qualifiant son régime de mauvais et corrompu avant de le menacer de destruction totale si les États-Unis étaient obligés de se défendre ou de défendre leurs alliés contre Pyongyang. On écoute à ce propos Donald Trump. Les États-Unis ont une grande force et une grande patience. Mais s'ils sont forcés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Alors l'Iran a été aussi la cible des critiques du président américain, jugeant l'accord sur le nucléaire iranien honteux. On l'écoute ça. Franchement, cet accord est un embarras pour les États-Unis. Et je ne pense pas que vous ayez fini d'en entendre parler. Et sur le sujet du nucléaire iranien, le président iranien Hassan Rouhani a rendu coup pour coup mercredi après le discours offensif de Donald Trump la veille. Il serait dommage que l'accord soit détruit par des voyous qui viennent d'arriver sur la scène internationale, a alors lancé Hassan Rouhani. Je déclare devant vous que la République d'Iran ne sera pas le premier pays qui violera l'accord nucléaire. Il serait très dommage que cet accord soit bafoué par des voyous qui viennent d'arriver sur la scène internationale. On l'a bien compris, les relations entre les États-Unis et l'Iran, Donald Trump et Hassan Rouhani, sont glaciales. Et alors finalement, ce que l'on va essayer de se poser à présent comme question, nous avons demandé à François Durper, il est historien spécialiste des États-Unis, si Donald Trump affirme que Téhéran ne coopère pas avec les Occidentaux, que va-t-il réellement se passer? Écoutez, sa réponse, François Durper était chez nos confrères de France 24 mercredi soir. Alors, l'accord, sur le plan juridique, il peut vivre sans les États-Unis d'Amérique.
Mais est-ce que déjà, l'avis de Donald Trump automatiquement entraîne le retrait des États-Unis ? Alors, oui, il faut passer par et ce qu'il peut faire, c'est passer par le Congrès. Se dire, bon, j'ai convoqué la presse pour sortir de l'accord de Paris, j'ai personnalisé le non-respect de la signature américaine sur l'accord de Paris. Peut-être que sur l'accord nucléaire, je vais peut-être laisser la patate chaude aux congressmen. Ça peut être la stratégie de Donald Trump pour pas que toute cette responsabilité pèse sur ses épaules. Mais ce qui est important, et je suis d'accord avec Laure sur la forme, sur ce Trump très incisif, ce qui est intéressant, c'est le fond aussi. C'est qu'il a essayé de faire quelque chose hier devant l'Assemblée des Nations Unies. Il a essayé d'être nationaliste sans être isolationniste. C'est-à-dire de dire, je suis pour ma nation, mais vous devez être tous pour vos nations, mais on peut construire une coalition des nations. Et c'est pas de l'isolationnisme, c'est pas l'Amérique seule, c'est l'Amérique d'abord. C'est pas le Nigeria seul. C'est nationalisme de tout pays, unissez-vous. Exactement. Et c'est pas de l'isolationnisme. Sauf que sur l'affaire iranienne, ce nationalisme de Donald Trump devient de l'isolationnisme pour deux raisons. La première, c'est que les inspecteurs internationaux ne disent pas que l'Iran a fauté. Et ils ne disent pas, il y a une violation caractérisée de l'accord. Donc ça veut dire que la dénonciation de Trump, du coup, c'est lui qui se met, pas au banc de la communauté internationale, mais en tout cas, c'est lui qui montre qu'il se met en dehors. Et la deuxième chose, c'est que finalement, c'est de l'hypocrisie, puisqu'il avait déjà dit qu'il n'était pas pour cet accord. Donc, dénoncer le non-respect de l'accord, ça fait un peu rigoler tout le monde, parce qu'on sait que de toute façon, même si l'accord était respecté, Donald Trump l'avait dit dès sa campagne, il n'en veut pas. Son ADN, c'est de dire tous les deals qui ont été passés avant moi sont des mauvais deals pour les États-Unis d'Amérique. François Durper, donc spécialiste des États-Unis, qui était chez nos confrères de France 24 mercredi soir. Et en face des États-Unis, il y avait la France. Prenant l'exact contre-pied de son homologue américain, le président français Emmanuel Macron a défendu le multilatéralisme, la concertation entre les nations, le respect des accords, celui de Paris sur le climat ou celui de Vienne sur le nucléaire iranien, et la primauté de l'action diplomatique pour résoudre les crises. On écoute Emmanuel Macron. Assurément, la réponse militaire ne pourra jamais être la seule réponse. Et je veux ici insister sur la nécessité d'une réponse politique. Et je pense bien sûr à la mise en œuvre de l'accord d'Alger et notre politique de développement. Un discours d'Emmanuel Macron qui a prôné le multilatéralisme. Ce discours, le président français, plus encore qu'à son habitude, l'a travaillé, retravaillé jusqu'au dernier moment, puisque c'était sa première intervention à une assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, un moment fondateur de sa présidence. À Athènes, il y a quelques jours, face à l'Acropole, il avait exposé sa vision de la démocratie et de l'Europe. Là, cette fois-ci, face aux représentants de 193 pays, dont 130 chefs d'État réunis à New York mardi soir, le président a exposé sur un ton lyrique et passionné une vision du monde opposée en tout point à celle avancée 2 heures plus tôt par son homologue américain Donald Trump, dont vous avez pu écouter quelques extraits. Cette vision, elle se fonde, je vous le disais, sur le multilatéralisme, la concertation entre les nations, le respect des accords ou encore la primauté de l'action diplomatique pour résoudre les crises, y compris les plus préoccupantes, comme celle créée par la course à l'arme atomique de la Corée du Nord. Emmanuel Macron se pose aussi comme la voix des 100 voix qu'il a énumérées dans une anaphore. Bana, la petite syrienne d'Alep, Ousmane, le jeune malien, Koumané, le migrant arrivé en Europe au péril de sa vie, et tant d'autres. On a donc parlé de Emmanuel Macron, de Hassan Rouhani, le président réélu en mai dernier de l'Iran. On a également parlé d'Emmanuel Macron. Il y avait bien évidemment tous les autres dirigeants de la planète qui étaient réunis. J'aimerais qu'on termine par parler de Shinzo Abe, tout d'abord, le Premier ministre japonais qui a affirmé que son pays, parmi les premiers visés par les menaces de la Corée du Nord, soutenait la politique américaine dans la région. Shinzo Abe qui a affirmé que toutes les options étaient sur la table pour ramener Pyongyang à la raison. Et puis, une autre intervention qui était attendue par le Conseil de sécurité et par l'ensemble des pays membres des Nations Unies, c'était celui de Theresa May. Theresa May, la première ministre britannique qui est montée au créneau contre le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. On s'en souvient, c'était le 1er juin dernier. Theresa May qui a vanté un ordre international fondé sur des règles
règles et a défendu la coopération internationale, seule à même de répondre aux défis communs tels que le terrorisme et le changement climatique. Ici Londres, London Calling avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Et cette semaine, Alexandre, vous avez décidé de nous parler du métro. Certains quais du métro vont être peints en vert pour faciliter les déplacements à l'heure de pointe. Tous les jours, les Londoniens ont l'habitude d'entendre cela. Mind the gap. Et oui, ce fameux mind the gap between the train and the platform est un symbole pour tous les Londoniens qui prennent le métro, le tube comme on dit en Angleterre, à Londres. Alors, il y a un bouleversement. Le gestionnaire du métro, Transport for London, a décidé de tester un système de signalisation au sol sous la forme de bandes peintes en vert. Et c'est à la station King's Cross, où il y a l'Eurostar aussi, sur le quai de la ligne Victoria, la Victoria Line, une ligne bleu clair, une des lignes les plus fréquentées de la capitale britannique qui étrenne le dispositif. Alors, vous allez me dire, pourquoi peindre ces quais du métro en vert ? Alors, c'est de montrer aux passagers où s'ouvriront les portes de leur rame de métro et se préparer au bon endroit au lieu de s'agglomérer à l'entrée des quais. Car prendre le métro aux heures de pointe à Londres peut s'avérer être un vrai calvaire. Et je connais Londres et c'est vrai, c'est un calvaire. Pour TfL, Transport of London, il s'agit avant tout de permettre la fluidité du trafic. Mais cette initiative n'est pas au goût de tous. De nombreux usagers se sont plaints sur Twitter. TfL prévoit de publier les conclusions de l'expérience dans les plusieurs semaines et dira seulement alors s'il s'envisage de l'étendre. Si les responsables de TfL m'écoutent, je leur propose de faire ce dispositif à la station Oxford Circus, au centre de Londres. Une station bondée aux heures de pointe. Alors, il y a des files interminables pour entrer à la station Oxford Circus, donc il faut le faire rapidement. À la semaine prochaine. Merci à vous Alexander, ici Londres, toute l'actualité londonienne chaque semaine avec vous. En tout cas, pour ce qui est du métro, on essaye, nous, à Paris, de prendre note et de l'implanter dans notre métro parce que finalement, ce serait pas mal aussi. À la semaine prochaine Alexander. Retour en France avec le dossier chaud des ordonnances réformant le Code du travail. Celles-ci ont été présentées vendredi 22 septembre en Conseil des ministres après plusieurs journées d'action qui ont rassemblé plus de 200 000 manifestants. De nouvelles mobilisations étaient prévues ce week-end, organisées par la CGT, Solidaire, la France Insoumise. Ces manifestations qui qualifient de loi travail XXL ou de loi El Khomri puissance 10, la nouvelle loi travail proposée par le gouvernement d'Emmanuel Macron et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Alors justement, à la rédaction, on s'est demandé ce que contenaient réellement ces ordonnances pour déjouer un petit peu tout ce que l'on peut entendre à droite et à gauche dans les différents médias. Et pour commencer, il faut savoir que les ordonnances proposées par le gouvernement Macron opèrent une bascule générale. L'accord d'entreprise
tout d'abord, prime sur le code du travail, même s'il est moins disant sur la plupart des sujets. Seuls 11 domaines tels que les salaires, la pénibilité ou la formation seront obligatoirement renégociés au niveau des branches professionnelles. Cela signifie que les branches pourront étendre la durée maximale de recours au CDD. Elles pourront aussi adopter des contrats de projet, jusqu'alors réservés au BTP ou à l'informatique. Les ordonnances permettent, dans les entreprises de moins de 50 salariés, de renégocier avec des délégués du personnel sur tous les sujets sans qu'ils aient de mandat syndical. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur pourra présenter un accord directement aux salariés. Il sera validé s'il est approuvé à la majorité des 2/3. Les ordonnances de Muriel Pénicaud prévoient également que le référendum puisse être organisé à l'initiative de l'employeur, en plus des syndicats, toujours dans le cas où le texte a été signé par des syndicats représentant entre 30 et 50% des salariés. Par ailleurs, l'extension de cette procédure à tous les sujets est avancée au 1er mai 2018. Sur la pénibilité du travail, le gouvernement Macron modifie le compte personnel de prévention de la pénibilité, mesure lancée en 2015 pour permettre aux salariés exposés de partir plus tôt à la retraite. Rebaptisé compte professionnel de prévention, il allège les contraintes administratives inapplicables pour les entreprises. Seuls 6 des 10 critères de pénibilité doivent être définis. Les autres, tels que les charges lourdes, les vibrations, les risques chimiques, n'auront plus à être déclarés par l'employeur, mais ne seront pas pris en compte. En tout cas, ils seront pris en compte uniquement si une maladie professionnelle ou une incapacité supérieure à 10% est reconnue. La nouvelle loi Macron réintroduit également un plafonnement obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce plafonnement ira d'1 mois de salaire pour les salariés en poste depuis moins de 2 ans à 20 mois au maximum pour 30 ans d'ancienneté. Le plancher, c'est-à-dire la somme minimale que peut percevoir un salarié, est également abaissé de 6 à 3 mois pour plus de 2 ans d'ancienneté et le délai de recours au prud'homme est réduit de 2 à 1 an. Les ordonnances proposent une autre mesure pour concilier vie professionnelle et personnelle, le recours facilité au télétravail avec une meilleure indemnisation en cas d'accident du travail. Ce sera désormais à l'employeur de justifier son refus de ce type de travail. Les syndicats espèrent toutefois que la charge de travail sera bien encadrée pour éviter un effet pervers de surcharge ou de connexion permanente. Par ailleurs, les ordonnances fusionnent 3 des 4 instances du délégué du personnel, CE et CHSCT, au sein d'un conseil social et économique qui s'appellera CSE. Ce conseil sera unique dans toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Par ailleurs, une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés ou pour celles qui sont à risque. On peut très bien imaginer, par exemple, une entreprise dont le domaine de prédilection est le nucléaire. Pour terminer, les ordonnances instaurent une rupture conventionnelle collective qui installe dans la loi le système du PVD, tout en l'allégeant de certaines conditions comme les mesures de reclassement ou l'interdiction d'embaucher pendant 1 an. Les syndicats craignent pour l'instant que cette mesure remplace le PSE, le plan sauvegarde emploi, plus sécurisant pour les salariés, ou encore ce plan pourrait discriminer à terme les seniors. Voilà donc tout ce que vous deviez savoir sur cette loi travail, et dans les prochaines semaines on essaiera de recevoir un délégué syndical pour entendre ses arguments contre la loi travail. Vous en saurez donc un petit peu plus dans les prochaines semaines sur C'est l'Info. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. J'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil, dans votre canapé, dans votre voiture ou encore dans les transports en commun. Sachez que vous nous retrouvez bien évidemment tous les jours sur le www.c-l'info.fr pour suivre toute l'actualité en direct minute par minute. Dans quelques instants, nous serons avec Mickey Monstre pour parler de la PMA
Ce sera l'objet de sa controverse de la semaine. Nous serons ensuite avec Jean-Luc Coupez et nous parlerons du marché automobile. Va-t-on passer à 100% d'électrique dans nos voitures d'ici 10-20 ans? Et puis fondamentalement sport avec Raphaël Redon. Raphaël qui parlera des Jeux Olympiques. Et oui, les Jeux Olympiques, vous le savez, la semaine dernière, Paris a été officiellement désigné par le CIO ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024. Nous en avions parlé avec Marc Gérard des yeuxdumonde.fr. Et bien cette fois-ci, cette semaine, Raphaël Redon s'intéressera aux enjeux sportifs et sociaux de ces Jeux Olympiques, après avoir abordé la semaine dernière les enjeux diplomatiques, donc avec Marc Gérard des yeuxdumonde.fr. C'est parti donc, c'est la suite de C'est l'info. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Controverse avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey. Bonjour. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, a annoncé que la PMA sera ouverte à toutes les femmes à partir de 2018. La mesure était l'une des promesses de campagne du président Emmanuel Macron. Oui, promesse de campagne tenue de façon immédiate. La PMA, c'est la procréation mécaniquement assistée. On sent déjà le machinisme et le manque d'humanité dans tout le procédé. Avant, cela s'appelait l'aide à la procréation. Et l'on comprend très bien pourquoi on a changé ce terme. Aide à la procréation, une aide, rien d'autre. Cela veut dire que cette aide ne peut s'appliquer qu'à un couple formé d'un homme et d'une femme. Mariés serait encore mieux. Quelle horreur viens-je de dire là? Il faut un peu plus qu'une aide pour que deux femmes aient un enfant. Et pour que deux hommes en aient un, par ce procédé, cela est au-delà du très rare miracle, car il faut que l'un des deux partenaires soit une femme pour pouvoir recevoir le don de sperme d'un donneur anonyme. En d'autres termes, la PMA a été créée pour les couples hétérosexuels dont le mari était stérile. L'enfant verra, dans le mari de sa mère, son père et il sera protégé par les liens du mariage. Pas très moderne et ouvert, n'est-ce pas? Donc, on se débarrasse de cette horrible définition qui laisse entendre que seuls les couples hétérosexuels peuvent avoir un enfant, et on accueille avec bonheur le bel acronyme de PMA, qui inclut de fait les couples lesbiens qui ont commencé il y a bien longtemps à se comporter en renégats en subissant ces pratiques payantes à l'étranger avec la complicité muette des autorités françaises qui ont laissé ces familles hors la loi se développer et créer des précédents. Alors ces précédents ont-ils créé un problème? Oui. Le problème, c'est que la PMA exclut, mot interdit dans notre monde de consommation compulsive, nos amis homosexuels masculins. À moins d'avoir une femme sous la main, mais cela s'appelle de la GPA, gestation pour autrui. Définition toute personnelle. Une femme, jeune et pauvre, accepte de louer son ventre, comme le prolétaire vendait sa force de travail à l'usine à vil prix. On reste dans un modèle de capitalisme d'exploitation classique. Cela est pour l'instant interdit en France, mais jusqu'à quand? Le minuscule lobby homosexuel sans visage s'est battu bec et ongle dès le début des années 90 pour la création du PACS, qui ne devait pas conduire au mariage, qui ne devait pas conduire à l'adoption, qui ne devait pas conduire à la PMA, et qui ne devait pas conduire à la GPA. Donc, nous aurons à faire la fête à cet autre acronyme beaucoup plus sinistre, malheureusement, parce qu'il sent l'exploitation et la transaction financière. Pouvez-vous nous parler de l'exploitation à présent? Pas besoin de parler de l'exploitation des femmes. On a tous vu cette usine à bébés à ciel ouvert en Inde, l'infâme clinique Akansha Infertility du docteur Patel à Anand, au Gujarat. Cet endroit est à la GPA ce que Pegasus Airlines est à l'aviation. Une horreur. 10 minutes pour avoir son bébé clé en main contre un modique petit chèque qui ne rachètera jamais la douleur de cette mère quand elle aura réalisé qu'elle a commis l'irréparable. Oui, et y a-t-il d'autres intérêts financiers derrière tout cela? Oui,
Il y a aussi le business des laboratoires dans lequel des professeurs m'abusent sont en train de produire des enfants avec le sperme de 2 hommes. Avoir des enfants sans passer par le côté naturel et gratuit d'une relation sexuelle entre un homme et une femme est plutôt compliqué. Il faut du personnel médical et des endroits médicalisés pour les examens, les stimulants, pour les familles fertiles, le recueil des spermes et des ovocytes, toute une machinerie lourde qui ne peut se faire que si la loi le permet. Donc, les homosexuels sont les porte-étendards, et malheureusement pour eux, les idiots utiles des gros laboratoires de recherche sur le vivant. Et alors vers où vont ces recherches ? Ces recherches vont directement vers le transhumanisme, l'homme augmenté, ou bien créer des enfants hors sol, sans attache. Cela ressemble à la façon dont la mafia recrutait et recrute encore ses tueurs, des orphelins, car ils n'avaient aucune attache et donc aucune limite, étaient disposés à suivre n'importe qui pour faire n'importe quoi s'ils avaient l'impression que cela ressemblait à une famille. Il semble que le capital ait décidé de produire ces nouveaux consommateurs compulsifs de la même façon. Évidemment, dire tout cela me range dans la catégorie des homophobes. Lesbophobes, c'est un nouveau mot, apparu depuis la décision surprise de Marlène Schiappa d'autoriser de façon rapide et surprenante la PMA pour faire taire les contradicteurs. On ne peut rien contre l'avancée inexorable du capital, cette fois dans le domaine de la procréation, à part attendre la crise terminale qui le mettra à bas. En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Mickey Monstre, c'était Controverse dans C'est l'Info. C'est l'info, l'invité de la semaine. Le Salon automobile de Francfort, organisé tous les 2 ans en alternance avec Paris, a ouvert ses portes la semaine dernière. Il a été inauguré le 14 septembre par la chancelière allemande Angela Merkel. Une Angela Merkel qui n'a pas été tendre avec les constructeurs allemands, et notamment Volkswagen, pris dans la spirale du Dieselgate. De nombreux pays comme la France ou la Chine annoncent aujourd'hui des mesures pour bannir la vente et la production de véhicules à énergie fossile. Les constructeurs du monde entier rivalisent d'ailleurs avant ce salon pour annoncer l'électrification massive et prochaine de leurs véhicules, mais cela pose des questions d'adaptation de l'outil productif automobile et énergétique, notamment de consommation et d'usage de l'automobile. Nous en parlons ainsi cette semaine dans C'est l'Info, puisque j'ai avec moi un expert en la matière, c'est Jean-Luc Coupez. Bonjour monsieur. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Vous êtes consultant en mobilité électrique chez Blue to Green. Et Jean-Luc, depuis l'affaire du Dieselgate, la crédibilité de l'industrie automobile a été mise en doute. Ainsi, que penser de cette électrification massive de nos véhicules ? Est-ce finalement cohérent ? Alors bon, je vais dire effectivement, depuis une dizaine d'années, je me suis orienté vers la stratégie de déploiement d'une offre de mobilité. C'est-à-dire qu'on prend toujours en considération la notion d'usage de véhicules et d'infrastructures. Donc ces phénomènes actuels de pollution, de situation depuis le Grenelle de l'environnement, mais en fait, si on regarde bien, c'est depuis les années 1800, quand les problèmes de bouchons et d'occupation des routes se sont créés dans les années 70, 80, 90. Depuis, on parle toujours de la pollution. Donc la pollution, effectivement, a été corrigé, modifié de par les éléments logiciels qui sont intégrés dans les véhicules. Bon, c'est peut-être pas très honnête vis-à-vis des citoyens et des utilisateurs de véhicules ou des usagers de la route, mais aujourd'hui, je veux dire, il y a un phénomène réel, c'est que les constructeurs ont pris conscience de ce phénomène et que la mobilité électrique et hybride, voire d'autres motorisations et d'autres carburants, qu'on appelle les carburants alternatifs, sont de plus en plus à l'actualité et dans l'innovation des nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché. Mais alors quand les constructeurs comme Volvo, par exemple, nous disent en 2019, nous passerons au tout électrique, est-ce qu'il faut réellement les croire ? Et est-ce que ce sera surtout du tout électrique ? Alors, on parle de tout électrique, c'est-à-dire que la motorisation est électrique, mais au-dessus, on peut très bien avoir une production d'électricité
avec de l'hydrogène, une pile à combustion. On peut aussi avoir des batteries ou voir d'autres technologies qui peuvent arriver sur le marché. De toute manière, tous les constructeurs et les équipementiers travaillent actuellement sur ces sujets de la nouvelle motorisation et du véhicule propre, associés, comme vous pouvez le voir également dans les médias, à l'autoconduite et aux véhicules intelligents, comme on dit, véhicules connectés. Alors Jean-Luc Coupez, vous évoquez à l'instant ces nouvelles technologies économes. Y en a-t-il d'autres ? En fait, ce n'est pas forcément une question d'économie, c'est une question d'usage. Quand on voit la différence entre la distribution du carburant ou la distribution de l'énergie qui permettra de piloter, de contrôler des véhicules électriques comme l'hydrogène, on est dans un même mode de distribution, c'est-à-dire production, transport, distribution, taxation, comme avec le pétrole aujourd'hui. Par contre, la prise de courant chez soi, la prise de courant au bureau, je veux dire, là, tout le monde peut se recharger. Donc, on peut s'interroger sur l'évolutivité ou l'évolution des technologies pour la gestion des flux de recharge, donc indirectement des flux financiers. Et c'est un des points sur lesquels nous travaillons actuellement avec plusieurs groupes de travail de consommateurs dans le domaine du véhicule électrique, mais également avec des fabricants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des opérateurs de services de mobilité, il y a des gestionnaires de services de mobilité, il y a au-dessus des systèmes de gestion globaux qui permettent de refacturer entre des départements, des régions, des pays, la facturation avec la gestion, ce qu'on appelle la gestion des flux financiers. Et ça, c'est un autre sujet que l'on pourrait aborder pendant quelques minutes même. Et alors justement, est-ce que l'avenir est-il au 100% électrique ? Est-ce qu'on arrivera par exemple à faire des camions 100% électriques dans le futur ? Les premiers camions arrivent. Je suis en permanence en veille sur les réseaux et puis sur les médias qui parlent de la mobilité, des nouvelles mobilités. Moi-même, j'ai été sélectionné par un des leaders dans la location des camions et je l'accompagne dans la stratégie de déploiement d'offres de mobilité associées aux infrastructures. Là, on a un gros problème aussi, c'est un camion qui se recharge n'est pas une voiture. C'est-à-dire qu'il aura une capacité de stockage supérieure et il faudra assumer la recharge des grosses puissances qui sont embarquées ou qui seront embarquées dans les camions. On parle de 60, 100, 150 kW. Et plus on a d'autonomie, plus on a la batterie importante, plus il faut de temps ou plus il faut de puissance. D'où, derrière, des problématiques d'optimisation des consommations, de gestion des énergies, de pilotage de la recharge. Donc on doit intégrer 3 éléments qui sont, moi j'appelle ça l'analyse tétraédique de la mobilité. On a l'homme, l'usage, ensuite on a le véhicule, et ensuite on a l'infrastructure. Et au centre, puisqu'on est sur un tétraèdre, on a l'aspect gestion, pilotage, contrôle, ergonomie, accessibilité, paiement, répartition des charges, répartition des coûts, tous ces phénomènes qui sont liés à ces 3 éléments qui sont importants, puisque l'homme, c'est lui qui pilote, c'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui paye. Donc c'est ma démarche et c'est ce que l'on propose également dans le cadre des formations, puisque en plus d'être organisme de conseil, je suis également organisme de formation, qui aujourd'hui est une activité importante, puisque tous les électriciens aujourd'hui, installant des bornes de recharge au-dessus de 3,7 kg, c'est-à-dire de plus en plus de bornes qui seront de plus en plus puissantes, puisque les véhicules seront de plus en plus puissants, donc plus de batterie, plus d'énergie. Donc tous ces électriciens, pour installer des bornes, doivent être qualifiés. Et donc nous sommes déclarés en tant qu'organisme et reconnus par des organismes de qualification pour la qualification des électriciens. Et alors ainsi, donc toutes ces installations et cet aménagement du réseau d'électricité, Jean-Luc Coupez, est-ce qu'il nous permettra dans 10, 15, 20 ans de faire un Paris-Lyon et puis de faire le plein en 10-15 minutes? Alors, je ne pense pas qu'on ait cette réflexion-là. C'est le futur. Il faut d'abord parler d'usage. Donc l'usage, aujourd'hui, c'est des véhicules qui ont 150, 300, 400 kilomètres d'autonomie avec des prix cohérents. Bon, on a effectivement des constructeurs qui annoncent des autonomies de
600, 800, voire 1000 km, les batteries évoluent, les prix baissent. Donc toutes ces technologies, effectivement, dans les 4-5 prochaines années, vont évoluer, vont s'améliorer. La puissance nécessaire à la recharge pour des temps de stationnement ou des temps de charge dans ce qu'on appelle l'itinérance, qui sont en fait liés à des corridors de déplacements principaux comme les autoroutes, effectivement, on aura des puissances beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des bornes de recharge rapide qui sont à 50 kW. On recharge une voiture qui fait 150 à 300 km environ aux alentours de 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes. Donc le temps de boire un café, de prendre un sandwich, la voiture est rechargée. Sachant qu'on ne recharge pas complètement la voiture puisque la puissance ne permet pas d'affiner la recharge sur ces derniers retranchements sur la fin de la charge. Donc c'est juste pour faire un complément, pour continuer son chemin, pour faire, comme on dit souvent, du saute-mouton, et on appelle ça du biberonnage au niveau de la recharge. Et alors tout de même, Jean-Luc Coupez, je trouve que les constructeurs ne nous facilitent pas aujourd'hui la tâche. Prenons exemple des chargeurs. Chaque marque a son chargeur différent, que vous soyez chez Renault ou bien chez Smart, ce qui implique d'avoir dans son coffre une panoplie d'adaptateurs. Et bien sûr, la batterie est aujourd'hui louée chez la plupart des constructeurs à partir de 60 € par mois. Ça reste un budget et il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, non ? Alors, il y a deux business models. Effectivement, il y a des fabricants, des constructeurs automobiles qui louent les véhicules pour les flottes. Il y a également la location de la batterie, mais il y en a d'autres aussi qui permettent d'acheter la batterie. Alors, moi, je considère que le fait de louer la batterie permet également d'avoir une certaine assurance, puisque en louant la batterie, elle est garantie. Par contre, je vais dire l'aspect recharge et location n'est pas forcément lié au service que le client pourrait avoir et au service du fournisseur qui vend la voiture. Je pense qu'aujourd'hui, les vendeurs de voitures doivent plutôt prendre en considération les usages de leurs clients avant de vouloir vendre un produit, une référence avec un prix. Donc il faut d'abord réfléchir sur comment le client utilise son véhicule pour pouvoir proposer le bon produit au bon usage. D'accord. Et en même temps, bien évidemment, le véhicule électrique coûte moins cher à l'entretien. Jean-Luc Coupez, je lisais qu'une bande d'amis s'est amusée à s'acheter une Tesla. Ils ont fait 225 000 km en parcourant donc les États-Unis. Cela ne leur a coûté que 10 000 € d'entretien. Non, mais c'est certain, je ne sais plus, je n'ai plus le nombre de pièces, mais on a 10 ou 20 fois moins de pièces mécaniques dans une voiture électrique par rapport à une thermique. La mécanique est complètement différente. Les compétences des techniciens et des mécaniciens qui font la maintenance des véhicules est en train de muter puis vers des compétences en électricité avec des spécificités, des règles, des lois et des normes, plus des protections spécifiques. Donc le métier du carrossier reste bien sûr, mais le métier du mécanicien propre à la propulsion ou à la traction du véhicule est en train de changer, puisqu'on aura plutôt des électromécaniciens, des techniciens, des électroniciens, puisqu'on a à l'intérieur des véhicules maintenant des moteurs, ou plusieurs moteurs. On a toujours la notion de propulsion, bien sûr, mais c'est beaucoup plus simple, avec beaucoup moins de pièces. Et un véhicule électrique semble également être plus puissant. On passe de 0 à 100 km/h en à peine quelques centièmes de seconde. C'est bien cela. Alors, c'est pas forcément directement la puissance. C'est surtout le couple rapport puissance-poids et le fait qu'il n'y ait pas de compression. Donc, le moteur démarre tout de suite et ce phénomène d'accélération est ressenti, bien sûr, par la rapidité de pilotage, puisqu'on a un moteur, un rhéostat, et on a une électronique qui va gérer l'ensemble des fonctions à l'intérieur du véhicule. Donc, le fait d'être dans un véhicule électrique, de vouloir se faire plaisir au démarrage, effectivement, c'est intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le côté silence, fluidité, confort. Et là, je vais dire, si vous avez l'occasion d'essayer un véhicule électrique, quelle que soit sa marque, quand on dit l'essayer, c'est l'adopter, je pense que beaucoup de personnes, après avoir fait des essais de véhicules, décident d'acheter un véhicule en fonction de leur usage. Alors justement, Jean-Luc Coupez,
Carlos Tavares, la semaine dernière, lors du salon automobile de Francfort, déclarait que les constructeurs ainsi que les autorités publiques avaient bien tort de faire de l'électromobilité l'alpha et l'oméga d'une automobile écologiquement vertueuse. Selon lui, de nombreux sujets n'ont pas été résolus sur la question de la voiture électrique si on se place du point de vue de l'écosystème et pas seulement de l'objet. Carlos Tavares qui déclarait notamment quelle solution pour la fabrication de batteries, le recyclage de ces dernières, l'exploitation mais également l'approvisionnement en terres rares, la nature de la production d'électricité, etc. C'était pas un peu le serpent qui se mord la queue ici ? On cherche toujours effectivement à trouver des problèmes qu'on pourrait effectivement développer selon le niveau dans lequel on se situe. Aujourd'hui, le problème est directement lié d'abord à la pollution atmosphérique. C'est-à-dire qu'un véhicule, quand il roule, en véhicule électrique, à part les freins, les gommes et le fait de rouler, en fait, qui pollue, mais on n'a plus les NOx ou les particules fines qui sortent des tuyaux d'échappement. Donc déjà, si on pouvait simplement dire, oui, aujourd'hui, le fait de rouler en véhicule électrique réduit a un impact sur l'optimisation de la pollution et la réduction de la pollution. Après, effectivement, les technologies de batterie aujourd'hui font qu'on est obligé d'aller chercher, comme vous dites, des terres rares. Mais les technologies de batterie évoluent. Si vous regardez les différentes techniques qui arrivent sur le marché, on ne parle plus de terres spécifiques, on parle de sel, on parle d'eau salée, etc. Donc je pense que dans les 5 à 10 prochaines années, le temps de mettre en place la motorisation électrique, la mobilité électrique, à tout niveau, hein, de la one wheel jusqu'au camion, sans avoir de connexion, hein, parce qu'il y a aussi des camions connectés et raccordés sur des autoroutes de circulation électrique, comme les trains. Oui. Demain, en fait, il y aura d'autres technologies de batterie qui permettront de réduire cet impact de la pollution, sachant qu'aujourd'hui, on a 3 cycles de vie sur une batterie, sachant que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir réutiliser les batteries de propulsion ou de traction sur du stockage, par exemple, dans le cadre des smart grids ou des smart homes, c'est-à-dire l'autoconsommation, la production d'électricité chez soi, de pouvoir recharger la nuit, donc produire la journée avec le soleil et recharger la nuit grâce aux batteries qui seront des éléments de stockage pour recharger les voitures électriques. Jean-Luc Coupez, consultant en mobilité électrique chez Blue2Green. On le rappelle rapidement, la part de véhicules tout électriques, c'est de combien aujourd'hui ? On est à 1% de marché, avec une forte progression du nombre de véhicules. Tous les mois, on voit que les nombres de véhicules vendus augmentent de plus en plus sur le marché. La France étant un des pays les plus en vogue et les plus en avance sur ces développements de véhicules électriques. Et alors vous donc chez Blue2Green, vous vous occupez d'accompagner professionnels et particuliers dans la transition au tout électrique. Alors on accompagne les particuliers dans le cadre du conseil ou de l'assistance, mais surtout les professionnels en conseils techniques, commerciaux et stratégiques, c'est-à-dire qu'on accompagne des fabricants de bornes pour améliorer leur technologie, donc dans du conseil de l'innovation. On accompagne des installateurs électriciens pour les aider à choisir leur stratégie de développement d'offres de mobilité en fonction de leurs clients, leurs outils, leurs moyens, leur personnel, mais également les collectivités ou les clients finaux comme les commerces, les industriels, les copropriétaires, à l'implantation de bornes de recharge dans une stratégie d'aujourd'hui liée à des lois, des normes, des aides financières, puisqu'il y a aussi des aides qui permettent de financer une partie des bornes installées, mais également dans l'évolutivité et l'évolution potentielle des attentes et des besoins des usagers en fonction des technologies des véhicules qui arrivent également sur le marché. Merci beaucoup Jean-Luc Coupez d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle le nom de votre société, Blue2Green. Alors c'est Blue2Green. Blue2Green, pardon. Merci beaucoup. Merci également.
dans C'est l'info, on est à présent avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Franck, vous êtes à Irún, à la frontière entre la France et l'Espagne, pour le congrès de l'Association des petites villes de France qui s'est tenu ce jeudi 21 septembre et ce vendredi 22 septembre. Exactement, c'est une réunion attendue après le changement de présidence qu'a connu la France au mois de mai. Alors pour montrer un petit peu à l'importance que porte le gouvernement à ces assises, le secrétaire d'État en charge de la cohésion des territoires, Julien de Normandie, a fait le déplacement ce jeudi après-midi à Irún, à la frontière franco-espagnole, ce qui est une des premières fois que des assises françaises de communautés françaises a lieu à l'étranger. Faut dire quand même qu'on est à Ficoba, c'est le parc des expositions d'Irún qui est situé à juste 500 mètres de la frontière, mais en tout cas ça montre l'importance que porte le gouvernement à ces petites communautés qui sont touchées par les premières réformes du président Macron. Oui, alors Franck, des tables rondes, des conférences sont donc prévues, c'est bien cela ? Exactement, les maires qui ont pu faire le déplacement, il y a même des maires d'outre-mer, de Guyane, de La Réunion, ceux de Martinique et de Guadeloupe n'ont pas pu faire le déplacement, bien sûr, suite aux dégâts causés par les différents ouragans qui ont touché leur territoire, mais il y a plusieurs tables notamment sur les petites villes, notamment comment construire une nouvelle coopération interterritoriale avec plusieurs personnalités, notamment Jean-Luc Moudanque qui est le maire de Toulouse. Et puis vendredi, il y aura d'autres tables rondes qui auront lieu, notamment les territoires d'avenir et également des ateliers, notamment suite à la baisse des dotations faites par le gouvernement. Donc les maires vont pouvoir peut-être trouver des solutions à mettre en place pour les mois prochains. Merci beaucoup Franck, vous étiez donc à Irún, à la frontière entre la France et l'Espagne, où se tenait c'est jeudi et vendredi l'Association des petites villes de France. Merci beaucoup Martin, au revoir. Et à suivre dans C'est l'info, IT News avec Stanislas Mirocha qui va nous parler de la maladie d'Alzheimer, et puis fondamentalement sport, où Raphaël Redon reviendra sur l'attribution, non sans surprise, des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et sur C'est l'info, il est à présent temps de retrouver l'actualité des nouvelles technologies. IT News avec Stanislas Mirocha. Bonjour Stanislas. Bonjour Martin. Cette semaine, vous nous parlez d'une nouvelle technologie pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Dites-nous en plus. En effet, le mardi 21 septembre dernier, c'était la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. En 2016, il y avait 47 millions de personnes touchées par Alzheimer dans le monde, et on estime que d'ici 2050, il y en aura 131 millions. Alors malgré les progrès effectués, plus de la moitié des malades ne sont pas diagnostiqués, et 2/3 ne sont pas traités. Cependant, des chercheurs italiens ont récemment mis au point une intelligence artificielle qui est capable d'identifier la maladie d'Alzheimer 10 ans avant que les médecins puissent déterminer les premiers symptômes. Oui, alors comment cela fonctionne, Stanislas ? Eh bien, l'appareil en fait détecte les champs structurels créés dans le cerveau par la maladie grâce aux IRM, les images par résonance magnétique. Et y a-t-il eu des tests déjà effectués ? Oui, et ils sont encourageants. Les chercheurs Nicolas Amoroso et Mariana Daroca qui ont mis au point cette intelligence artificielle l'ont testé sur différentes personnes, des personnes atteintes par la maladie, des personnes en bonne santé et des personnes souffrant de troubles cognitifs légers mais qui ont développé la maladie 2 à 9 ans plus tard. L'IA a su différencier un cerveau sain et un cerveau atteint par la maladie dans 86% des cas, et aussi différencier un cerveau sain d'un cerveau atteint par des troubles cognitifs dans 84% des cas. Conclusion, l'IA peut prévenir la maladie plusieurs années avant sa déclaration. Oui, mais alors justement, la question qui fâche, la question que tout le monde se pose, est-ce que cela va coûter cher ? Alors d'après la chercheuse Mariana Daroca, cette méthode est bien moins invasive et moins onéreuse que les outils actuels, et elle pourra être employée en dehors des centres ultra spécialisés. Donc ce qui est plutôt une bonne chose, et à noter aussi qu'ils ne sont pas seuls à plancher sur le sujet. L'année dernière à Amsterdam, des chercheurs ont travaillé sur un outil similaire, et cet été, des chercheurs américains basés en Californie ont conçu un test oculaire pour effectuer un diagnostic précoce de la maladie. Merci beaucoup Stanislas, en tout cas on espère que la science aidera donc cette maladie.
Fondamentalement sport, à présent toute l'actualité du sport. Raphaël Redon qui s'intéresse cette semaine aux Jeux Olympiques, une semaine après l'attribution à Lima au Pérou de Paris 2024 et de Los Angeles 2028. Bonjour Raphaël. Eh bien bonjour à toutes et à tous, et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique de Fondamentalement Sport, votre émission sport qui analyse les enjeux du sport en France et puis dans le monde. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Et après avoir parlé un peu de l'argent dans le sport, dans le foot, le mercato, aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet un peu différent qui vous a forcément concerné au cours de la semaine dernière avec l'élection officielle de Paris comme candidate, enfin comme ville hôte pour les Jeux Olympiques 2024. En effet, mercredi dernier à Lima pour une nouvelle grande réunion, grand meeting, Paris a officiellement été désigné pour accueillir ces Jeux Olympiques. Alors c'est dans les tuyaux depuis pas mal de temps maintenant, après que le CIO, Los Angeles, le maire de Los Angeles et Anne Hidalgo, la maire de Paris, se soient accordés pour décider d'un accord tripartite, c'est-à-dire un accord qui permettrait à Paris d'accueillir les Jeux Olympiques 2024, à Los Angeles d'accueillir ceux de 2028, et qui permettait aussi au CIO en une conférence, pouvoir désigner deux villes olympiques, sachant qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué de trouver des villes candidates avec les enjeux actuels, contemporains, que ce soit au niveau sécuritaire, économique, social, et qui repoussent pas mal de candidatures. On avait vu l'arrêt de la candidature de Rome, de Budapest, et de Boston même, et finalement ils ont réussi à pouvoir désigner deux villes en une fois, deux pour le prix d'un comme on dira, et donc Tokyo 2020, Paris 2024 et Los Angeles 2028. Ça leur laisse du temps maintenant pour se projeter pour celle d'après qui sera en 2032. Bon, on n'y est pas encore, vous l'avez compris. Donc à Lima, voilà, comme je vous le disais, les trois parties sont entendues sur ça. Il y a déjà 2 mois, une conférence avait été tenue et cet accord avait été trouvé, était intéressant, et finalement, contrairement aux anciens modèles d'élection, ce vote s'est joué à main levée, donc c'est-à-dire que dans la salle, Thomas Barr, président du CIO, a tout simplement demandé si l'ensemble des dirigeants, des administrateurs au CIO étaient d'accord pour cet accord, c'est-à-dire élire Paris pour 2024 et Los Angeles pour 2028, et à l'unanimité, cet accord a été approuvé, donc ça permet à la France, 100 ans après, d'accueillir les Jeux Olympiques, et c'est une formidable nouvelle forcément pour notre pays de sport, forcément, et après les 2 échecs retentissants qu'on avait connus, notamment face à Londres en 2012. Donc la France va rebondir avec ces Jeux Olympiques, et c'est quand même une superbe nouvelle pour les fervents supporters de sport, mais également pour les amateurs de grands événements, parce que ça reste quelque chose d'extraordinaire. C'est l'événement le plus populaire en termes de sport dans le monde entier. C'est des milliards de personnes qui regardent cet événement, et puis ça permet d'accueillir le monde. On accueillera le monde pendant 15 jours, on sera le centre du monde, et puis au niveau social, au niveau économique, ça a beaucoup d'apports, au niveau budgétaire, et donc ça permet de mettre en valeur notre pays. Après, cependant, il y a forcément des questions qui sont soulevées. Donc, c'est compliqué de mettre en place un débat sur une chronique aussi courte, mais j'avais envie de soulever 2 questions. La première, c'est celle au niveau financier. Donc clairement, aujourd'hui, Paris a quand même un avantage par rapport aux anciennes villes candidates et même par rapport à Los Angeles, c'est que la majorité, 95% des infrastructures sont construites. Il manque quoi? Aujourd'hui, il manque une piscine olympique qui va être construite dans la banlieue parisienne, et le village olympique. C'est la majorité des infrastructures, après quelques trucs par-ci par-là, bien sûr, mettre en place le terrain de beach volley au niveau de la Tour Eiffel, le tir à l'arc, tout ça, mais sinon l'ensemble des bâtiments sont construits, les stades sont là, ils avaient été notamment rénovés pour l'Euro 2016, et puis on a de nombreuses infrastructures à Paris. La voile aura lieu à Marseille, qui avait remporté une précédente convention face à La Rochelle et Le Havre pour accueillir ces épreuves de voile. Donc voilà, ça, à ce niveau-là, c'est bien, et c'est un point positif qui a permis à Paris de vraiment s'accrocher pour 2024 en appuyant sur le fait qu'il soit réellement prêt déjà, contrairement à Los Angeles qui a énormément et qui devra, en se laissant plus de temps, être prêt pour 2028, et ça leur laisse 4 ans de plus, sachant qu'ils auront également une compensation financière de près de 2 milliards d'euros de la part du CIO pour avoir, entre guillemets, lâché les JO 2024. Donc tout simplement, Paris
Paris se lance dans un défi financier, on parle de JO autour de 7 milliards, c'est des chiffres encore une fois très anecdotiques, tant on sait que sur les précédentes élections, enfin les précédentes Olympiades, bon je vais y arriver, les pays n'ont pas respecté cela. Pékin, Londres en sont des exemples encore très très récents, avec des budgets qui ont été largement multipliés par 2 voire 3. Mais ça, entre autres, notamment dû au fait que beaucoup d'infrastructures n'étaient pas construites en temps réel, et on n'avait pas pu vraiment calculer le coût du budget, et ça avait vraiment causé problème. Alors que là, Paris, on peut vraiment se fixer un objectif. On parle également de Jeux Olympiques écologiques, sociaux pour l'environnement, et ça c'est extrêmement important. Après, forcément, une question un peu plus qui fera un peu plus réagir, c'est est-ce que c'est le bon moment pour accueillir les Jeux Olympiques ? Alors, ça peut être banal comme question, mais en même temps, il faut se la poser parce qu'il y a l'enjeu sécuritaire aujourd'hui qui est très important en France et dans le monde. Et on sait que les Français sont particulièrement touchés par la sécurité aujourd'hui, bien sûr le terrorisme, mais également tous les problèmes sécuritaires territoriaux qui nous touchent. Et on avait vu ce problème avec l'Euro 2016, et on peut se dire aujourd'hui que finalement c'est partout pareil, et ça aurait été les États-Unis en 2024, ça aurait été peut-être la même chose. Et finalement, ça nous laisse 7 ans pour voir ça, pour évoluer. On a encore 7 ans, et la sécurité à l'heure actuelle, dans l'ère moderne, évolue très très rapidement, et ça nous laisse du temps pour pouvoir anticiper cet événement. C'est l'avantage aussi. Et pouvoir défendre. Mais c'est sûr que l'enjeu sécuritaire va se poser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes réticentes à l'accueil des Jeux Olympiques, également au niveau financier, parce que beaucoup savent que peut-être qu'on n'aura pas de grosses retombées financières. Regardez, si on prend l'exemple de Rio 2016, beaucoup de stades ont été laissés à l'abandon, les retombées financières sont pas bonnes, ne sont pas à la hauteur des attentes. Après, Paris, c'est sûr que c'est un pays déjà touristique, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont là, donc il y aura forcément des retombées beaucoup plus importantes, et ce sera peut-être les Jeux Olympiques les plus intéressants financièrement, on n'en sait pas. Mais au niveau de la sécurité, c'est clair et net qu'il va falloir mettre des choses en place, parce que les Jeux Olympiques, c'est pas l'Euro 2016, c'est une couverture beaucoup plus importante, c'est pas un stade en particulier, c'est des événements à lieu ouvert parfois, avec le cyclisme par exemple, également les épreuves de canoë, tout ça, et de voile, mais il va falloir mettre en place une sécurité extrêmement importante, de telle sorte à éviter tout danger et à anticiper tout problème majeur qui pourrait venir perturber ces Jeux Olympiques, qui doivent être une grande réussite, parce qu'on a montré le projet porté par Tony Estanguet, Anne Hidalgo, d'abord François Hollande puis Emmanuel Macron, est porté sur ça, un enjeu sécuritaire extrêmement important, mais également des JO propres, environnementalement parlant, très bons financièrement, et puis on a appuyé sur le fait que ce soit les sportifs au cœur du projet, 100 ans après les derniers Jeux Olympiques à Paris. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un ensemble de facteurs qui font de cette candidature une candidature différente. Alors, nous sommes français, nous sommes chauvins forcément, mais on a envie que ces Jeux Olympiques soient réussis. Et c'est sûr qu'il y a forcément des personnes qui sont réticentes à cela, mais également qui sont peut-être pour, on ne sait pas. Mais je pense que ce sont des Jeux Olympiques qui peuvent énormément apporter à la France et qui peuvent développer le sport, mais également les liens sociaux et nous remettre un peu au cœur du monde, alors qu'on a été un peu bafoué par notre image à cause des récents événements qui ont un peu terni l'image de la France. Malgré, par exemple, au niveau sportif, l'Euro 2016 dernièrement, on espère que ces Jeux Olympiques seront réussis à tous les points. Il y a encore beaucoup de débats qui vont être soulevés au cours des prochains mois, parce que on voit pour l'instant le côté, la face un peu positif, l'accueil des Jeux Olympiques c'est exceptionnel, mais au cours des prochaines années, il va y avoir des problèmes et il va falloir arriver à les anticiper. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter le projet, de qu'est-ce qui s'était passé pour ces Jeux Olympiques, les questions que ça peut soulever de base, c'est un peu le projet de base. Et c'est sûr que je pense que j'essaierai de faire une émission régulière sur les Jeux Olympiques, enfin peut-être une fois tous les trimestres ou semestres, pour voir l'évolution jusqu'en 2024. Bon, je sais pas si je serai encore là en 2024, mais en attendant que je sois là, écoutez, c'est peut-être intéressant de voir l'évolution et la préparation que va mettre en place le gouvernement pour accueillir au mieux ces Jeux Olympiques. Donc voilà pour cette émission. J'étais très heureux une nouvelle fois de vous la présenter, et puis j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle chronique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Et bien voilà, c'est sur ces mots de Jeux Olympiques que nous terminons cette 4e émission
de C'est l'Info. N'hésitez pas à nous retrouver sur internet www.c-l'info.fr pour suivre minute par minute l'actualité au fil de la semaine. Et puis vous pouvez nous retrouver depuis cette semaine sur iTunes dans la rubrique podcast pour pouvoir nous écouter sur l'ensemble des terminaux Apple. Et puis nous sommes évidemment également sur YouTube. Belle semaine à vous tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de C'est l'Info.